Sylvain Maillard, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Quelques thèmes de société avant de parler des retraites et des épisodes qu'on a connus cette semaine. On a appris hier que le Conseil d'État donnait 2 mois au gouvernement pour instaurer le contrôle technique des 2 roues. Le gouvernement avait souhaité repousser le plus loin possible cette contrainte infligée à beaucoup de pilotes de scooters qui sont concernés, notamment dans votre circonscription. À Paris, on fait beaucoup de 2 roues. C'est impopulaire, mais ça va être incontournable. Ouais, moi je m'en réjouis. Je faisais partie de ceux qui pensent que c'est important qu'on fasse un contrôle technique. On sait très bien que beaucoup de 2 roues d'abord polluent, font du bruit excessif. Et moi qui suis député parisien, une moto ou un scooter qui n'est pas bien réglé, c'est la nuit qui traverse Paris, c'est 5 000, 10 000 personnes qui l'entendent. Je crois que c'est important que les mêmes contraintes qu'on impose aux voitures, et je pense qu'ils sont bien, soient imposées aux scooters. C'est du civisme et ça protège les pilotes contre des véhicules défaillants. Et puis en plus, on fait tous et on doit tous faire des efforts pour la qualité de l'air. Je pense que c'est important aussi qu'on fasse attention à nos 2 roues. Vous êtes chef d'entreprise. On saura ce soir si Standard & Poor's dégrade ou non la note de la France. Fitch l'a fait il y a quelques semaines. C'est si important que ça pour les vie économique française? En fait, à court terme, ça ne change pas grand-chose en réalité, mais à long terme, c'est quand même une perspective qui est toujours embêtante. Pourquoi ? Parce que quand nous avons un déficit en France depuis de nombreuses années, ce sont les investisseurs internationaux, nationaux et internationaux qui donnent de l'argent pour que la France finisse ses fins de mois. Évidemment, quand ils estiment qu'il y a un peu plus un doute, que c'est un peu plus compliqué, c'est comme un emprunt bancaire. Dans ces cas-là, vous payez plus cher. Et donc, notre intérêt est toujours d'avoir la meilleure note pour payer cet emprunt moins cher. Donc oui, ce ne serait pas une bonne nouvelle si la note était dégradée. En même temps, les fondamentaux français sont quand même extrêmement solides et les investisseurs suivent de moins en moins les recommandations des notations. Fitch avait mis en avant des arguments politiques. Ambiance sociale dans le pays, difficulté d'avoir une majorité à l'Assemblée. C'est loyal, c'est normal ? C'est leur perception. Moi, je n'ai pas à juger. Je vois que les majorités, et la majorité est certes relative, mais les textes sont tous passés. Et la volonté d'action du gouvernement, de la majorité, elle est toujours là. Nous portons différents textes qui vont arriver sur le travail. Nous avons porté les retraites, sur le travail, comment améliorer encore la qualité du travail en France. Et puis au-delà de ça, sur les lois sur l'immigration, on a beaucoup de textes à apporter et qui sont attendus par les Français. Donc cette perception que la France serait bloquée, je crois, est une erreur. Cette perception, elle est venue du conflit sur la réforme des retraites pour Fitch. Ça a continué cette semaine avec cette proposition de loi Lyotte qui voulait abroger la réforme des retraites et qui a été décapitée de son article 1 en commission. Avez-vous la certitude que jeudi prochain, quand ça reviendra dans l'hémicycle, l'article 40 sera utilisé par la présidence de l'Assemblée pour bloquer le retour de ces 62 ans ? Lyotte, le groupe Lyotte, a fait un coup de com' politique magnifique, extraordinaire, tout le monde en parle, mais c'est une arnaque. C'est une arnaque, cette loi, et cette proposition de loi est une arnaque. Parce que d'abord, elle sera jamais votée au Sénat, elle passera jamais les fourches du Conseil constitutionnel. On le dit depuis longtemps, parce que c'est un article 40. Les députés n'ont pas le droit de créer de charges pour ce qui est assez logique, puisque c'est au gouvernement de conduire la politique de la France, mais c'est à nous, en tant que députés, de la contrôler et de voter les lois. Et donc, c'est une arnaque, on le dit depuis longtemps. Ce qu'a fait Lyotte, pousser qu'on aille en commission, on a voté en commission, on n'a pas décapité, comme vous l'avez dit, l'article 1, on a voté contre. 38 contre 34. 38 contre 34, c'est très clair. On a voté contre parce que la loi a été promulguée et que, d'un point de vue politique, nous assumons l'impopularité de cette loi. Elle est nécessaire. Nous demandons aux Français de travailler 2 ans de plus, de faire un effort supplémentaire pour financer leur retraite et d'assurer un niveau de pension. Plutôt que le 49.3 en mars, l'article 40, ça aurait pas été mieux d'aller au vote jeudi prochain, de dire aux députés, allez-y, prenez votre responsabilité. Christophe Barbier, quand on va au vote, en commission, on est allé au vote. Oui, mais une commission, ça se pilote plus facilement. Il y a moins de monde, on remplace les gens par des suppléants. J'entends, mais quand on va au vote et qu'on gagne le vote, en fait, on a l'impression que ça compte pas. Et on nous dit, non, faut toujours aller au vote. En hémicycle, vous pourriez être battu, parce que ça serait l'occasion pour les oppositions de se coaguler. Moi, je veux pas mentir aux Français. La loi a été promulguée. Oui, elle est difficile à porter, mais elle est nécessaire. Elle a été promulguée. Et donc, faire semblant de dire, finalement, on pourrait rejouer 10 fois le match, tant que ça tombe pas sur la bonne face de la pièce, on continuera, c'est mentir aux Français. La loi est promulguée. Comme tous les partenaires européens, nous avons besoin de travailler un peu plus pour financer notre modèle social.
Le match sera rejoué, dit Charles de Courson, l'un des meneurs du groupe Lyot. Il dit même le gouvernement va tomber. Vous craignez une motion de censure un jour qui fasse tomber ce gouvernement? Non, mais là, Charles de Courson, pour lequel j'ai eu beaucoup d'admiration, c'est quelqu'un qui sait mener des combats depuis tant d'années. Là, il est parti totalement en vrille. Il faut être très clair. On a l'impression qu'il y a plus de fin. Lui-même qui s'est battu il y a encore quelques mois, portant des amendements pour la retraite à 65 ans, devient le chantre de la politique du retraite à 62 ans. On voit bien qu'il y a plus de liant dans ce qu'il porte. Moi, je le regrette. J'espère surtout que ça va vite se terminer parce que quand vous êtes dans la rue, personne ne vous en parle. Je pense que les retraites, c'est quelque chose qui est passé. Ça veut pas dire que les gens sont d'accord avec cette réforme, mais c'est quelque chose qui est passé. Il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels il faut nous pencher et c'est là-dessus qu'ils nous attendent. La rançon de ce conflit, c'est que le 49.3, vous pouvez encore l'utiliser pour le budget, ça tout le monde comprend, mais ça sera plus utilisable pour aucun texte de loi normal, notamment la loi sur l'immigration. C'est un outil constitutionnel. Donc, oui, mais impopulaire maintenant et considéré comme une brutalité juridique. Oui, enfin, moi, ce qui est impopulaire, c'est quand un gouvernement ne peut plus réformer, ne peut plus avancer. Moi, j'entends aussi les Français qui disent, on va travailler 2 ans de plus, ça fait pas plaisir, mais c'est nécessaire. Comment finançons-nous l'ensemble de la transition écologique? Comment finançons-nous, j'étais hier sur la base d'Évreux, le nouveau matériel qu'il nous faut pour nos armées? On investit énormément. La loi de programmation militaire est en débat. On a besoin de travailler un peu plus. Quand on voit les Allemands, les Espagnols, les Italiens, tout le monde le fait. Tout le monde travaille un peu plus. J'entends que c'est pas populaire, mais on veut financer notre modèle social, il nous faut travailler plus. À votre place hier, Élodie Jacquier, vice-présidente de l'Assemblée Modem, disait que il lui semblait impossible de faire converger la vision du gouvernement et la vision des LR sur l'immigration, alors que Gérald Darmanin cherche à trouver un accord. C'est votre sentiment aussi, ça va être impossible? Moi, mon rôle, c'est d'aider à trouver un accord. Mais nous, on a des lignes rouges qui sont très claires. Ils sont très clairs. Nous souhaitons être réalistes. C'est-à-dire, il faut que ceux qui n'ont pas vocation à rester en France partent plus vite et partent de façon plus massive. Par contre, ceux qui doivent être restés en France, mieux accompagnés d'un point de vue linguistique. D'abord, on doit pouvoir être beaucoup plus performant là-dessus, mais aussi tout simplement faire en sorte que ceux qui ont du travail dans les métiers à tension puissent rester et travailler sereinement, et qu'on puisse non pas régulariser, mais en tout cas donner une possibilité de travailler de façon assez large. Les LR n'en veulent pas. Les LR n'en veulent pas, mais moi je les invite à sortir dans la rue, de regarder dans les entreprises. Y a-t-il une seule entreprise, ne serait-ce de leur circonscription, qui n'a pas besoin de travailleurs étrangers, quels que soient les postes, parce que c'est la réalité française à l'heure actuelle. Et c'est partout chez nos partenaires européens, c'est pareil. Nous avons besoin de gens qui viennent travailler dans nos entreprises, dans les services publics, aller dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, énormément de personnes sont étrangères, sinon ça ne fonctionnerait pas. Il faut qu'on puisse leur garantir un statut. On a besoin aussi de gens qui viennent travailler de l'extérieur, qui viennent travailler en France. Quand on en a besoin, il faut bien les accueillir. La commission d'enquête sur les ingérences a rendu son rapport hier, en partie. On y apprend que le Rassemblement national, et notamment Marine Le Pen, sont accusés d'être une courroie de transmission de la Russie. Marine Le Pen proteste, elle dit que ce rapport est à l'image de la rapporteure, Constance Le Grip, c'est-à-dire sectaire, malhonnête et tout à fait politisé. Le RN, courroie de Moscou. Ils sont pris à leur propre jeu, parce que c'est eux qui ont demandé cette commission d'enquête. Ils pensaient se blanchir. Ils pensaient se blanchir, et au fond, faisaient assez fi du travail qui a été vraiment exemplaire de l'ensemble des commissaires dans cette commission d'enquête, de tous les partis d'ailleurs, qui se sont investis dans cette commission. Ils ont eu 40-50 auditions importantes avec, je crois, vraiment du fond. Oui, au fond, ils ont démasqué ce que nous savions, peut-être pas aussi fortement. C'est la courroie de transmission entre Poutine et le Rassemblement national. Et depuis de nombreuses années, depuis un peu plus de 10 ans, avec des épisodes d'autant plus marquants du fameux prêt juste après l'invasion de la Crimée. Et donc, on voit bien que ce lien entre l'admiration qu'on peut avoir pour Poutine et le Rassemblement national est clairement établi. Donc, d'abord, je n'ai pas compris pourquoi Marine Le Pen avait demandé cette commission d'enquête. Je pense qu'elle a voulu gagner du temps. Mais au fond, elle doit assumer ce qu'est le Rassemblement national, c'est-à-dire une courroie de transmission. Il a parfaitement été écrit, courroie de transmission de Vladimir Poutine en France. Combattre le RN, ça a été aussi un sujet de divergence dans l'exécutif cette semaine. Elisabeth Borne qui dit le RN c'est l'héritier de Pétain au micro de Radio J. Emmanuel Macron qui en Conseil des ministres dit il faut pas combattre le RN avec les mots des années 90. Vous êtes de quel côté ?
Il n'y a pas à être d'un côté ou de l'autre. Quand Elisabeth Borne vient à ce micro même et dire, on lui demande, au fond, on lui pose plusieurs questions, et quand on connaît son histoire, qui rappelle ce qu'était le Front National et le Rassemblement National, je crois que c'est salutaire. Est-ce que ça fait gagner une voix ? J'en sais rien. Mais c'est pas une démarche électorale, c'est une démarche historique. Oui, moi je pense que c'est important de le rappeler aussi. Voilà ce qu'est le Rassemblement National. Donc, je crois que c'est important de le dire. Est-ce que ça fait bouger les lignes d'un point de vue politique ? Probablement non. D'ailleurs, c'est ce que nous dans notre travail au quotidien, on cherche à en permanence démasquer les positions extrêmement ambiguës du Rassemblement National. On vient d'en parler d'une. Sur son rapport à Poutine, par exemple. Mais il y en a plein d'autres. Sur le peu de travail sur l'ensemble des textes qui passent à l'Assemblée nationale, et des positions quand il porte une proposition, que ce soit sur la TVA, sur l'emploi des seniors. Enfin, ça mériterait vraiment une émission entière d'idioties qui portent à l'Assemblée. Vous avez porté dans le quinquennat précédent la loi qui a permis de reconnaître l'antisionisme comme un antisémitisme. Quand vous voyez que Dieudonné va se produire à Paris à l'automne prochain, vous dites que vous avez travaillé pour rien ? Non, je pense que c'est essentiel. D'abord, c'était une résolution qui permet de former nos forces de l'ordre, nos enseignants, former nos magistrats sur ce qu'est l'antisémitisme à l'heure actuelle. Et oui, l'antisionisme fait partie de l'antisémitisme. Donc non, ça forme, ça permet aussi de mener des procès. Et je crois que la parole publique aussi a changé là-dessus, et la perception de l'antisionisme qui est antisémite. Donc non, je crois que ça n'a pas changé. Après, il y aura toujours des antisémites et on les combattra partout. Sylvain Maillard, merci, bonne journée. Merci à vous. Merci messieurs, et on retiendra justement, l'antisionisme fait partie de l'antisémitisme. Christophe Barbier, on vous retrouve lundi en compagnie de Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. À lundi. À lundi. Radio J. Retrouvez le Barbier du matin sur le site Radio J.